Voilà, nous commençons cette conférence de presse. Merci beaucoup d'être venus. Puis, je salue aussi ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre par les réseaux sociaux. Alliance Vita a décidé de lancer une grande opération à l'occasion de la campagne présidentielle qui est au fond un coup de gueule. Parce que chacun sait à quel point cette campagne a tardé à démarrer sur le fond. Et sur les sujets qui nous mobilisent, elle n'a pas démarré. Et nous estimons qu'il y a un immense danger aujourd'hui qui est double dans cette campagne présidentielle avec ces sujets dits sociétaux occultés, ces sujets dits biopolitiques, c'est l'expression qu'on utilise, qui sont occultés. Eh bien, c'est qu'on aboutisse à ce que soit les dérives du quinquennat Hollande soient cautionnées ou aggravées, soit qu'une future majorité avalise, en ne faisant rien, ces dérives sociétales. Donc vous aurez dans vos dossiers ce bilan occulté que nous avons édité, que nous rendons public aujourd'hui même, un bilan occulté de 36 mesures sociétales. Alors je voudrais d'abord exprimer la logique de ces mesures, laisser Caroline Roux, qui coordonne les services d'écoute d'Alliance Vita, dont elle est déléguée générale adjointe et qui s'occupe aussi de Vita International. Caroline Roux va nous dire à quel point les personnes sont impactées directement par ces mesures de casse sociétale. Et puis, ensemble, nous dirons ce que nous demandons finalement aux candidats que nous rencontrons de temps en temps, enfin certaines de leurs équipes en tout cas. Je parlerai de la campagne que nous lançons à partir du week-end avec toutes nos équipes. Alors, certains se sont interrogés pour savoir s'il y avait une logique dans le quinquennat de François Hollande. Logique économique ou sociale, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a eu des atermoiements sur ces sujets et qu'en tout cas le sentiment général est celui d'un échec ou d'une forme d'effondrement du quinquennat. Mais nous disons qu'il y a une logique. Il y a une logique qui est constante et c'est celle de la déconstruction. C'est celle qui est parfaitement théorisée par de grands intellectuels qui ont estimé depuis longtemps déjà que les murs porteurs de notre anthropologie étaient le fruit de constructions culturelles et qu'il fallait donc nous en libérer, désaliéner les êtres humains pour obtenir leur liberté. C'est l'idée d'une société individualo-collectiviste. Et nous avons relevé 3 vagues, nous les révélons dans ce document, de mesures de déconstruction. La première, c'est peut-être la plus connue, c'est la loi dite Taubira, mais qui s'est articulée sur de multiples autres mesures. Nous les dénonçons, nous montrons leur logique. C'est un passage en force, vous le savez, qui aboutit à une mesure intermédiaire, puisque ni la gestation par autrui, ni la PMA pour femmes seules ou vivantes ensemble n'ont été légalisées. Et on le sait, on est de ce point de vue dans une situation de déséquilibre avec ce tourisme procréatif cautionné en France par faute d'initiatives internationales et contrairement à ce que Manuel Valls avait promis et annoncé. C'est un passage en force, cette loi, dans la mesure où c'est arrivé très vite, contre, à l'époque, l'avis d'une majorité de Français, même si aujourd'hui on est devant le risque de cet effet cliquet, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas revenir en arrière, comme s'il y avait une fatalité que nous dénonçons, à obligatoirement cautionner des mesures sociétales qui font de l'enfant, en l'occurrence, une victime, puisque, vous le savez, notre contestation, celle d'Alliance Vita, est liée au fait que nous considérons comme injuste qu'un enfant soit délibérément privé d'un père ou d'une mère par un processus d'adoption. Deuxième niveau de passage en force, c'est par contournement. La loi fin de vie, la deuxième loi fin de vie, qui visait à répondre à une promesse présidentielle floue, nous avons pu dénoncer, nous avons été les premiers, je pense, le flou de cette mesure, ce droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui nous semble à la fois un slogan simplificateur, mais particulièrement dangereux pour les Français, dans la mesure où, on le sait, Alain Claes a insisté pour qu'il n'y ait pas le critère de l'intention de cette sédation. Autant nous affirmons avec nos experts que certaines sédations, y compris jusqu'au décès, peuvent être légitimes et nécessaires, autant nous considérons que si l'intention est de donner la mort, alors il s'agit d'une euthanasie masquée. Et vous avez peut-être remarqué que depuis quelque temps, les instances de réflexion et scientifiques des soins palliatifs ont commencé à s'inquiéter des conséquences de cette loi, et nous le dénonçons aussi, vous le verrez dans le document, la nomination de Véronique Fournier, docteur Véronique Fournier, à la tête du nouvel organisme de suivi de la fin de vie,
a cautionné nos inquiétudes, puisque, vous le savez, c'est une personne qui est adepte de ce qu'elle appelle l'euthanasie palliative, autrement dit d'une confusion entre euthanasie et soins palliatifs. Donc deuxième mesure par contournement, car le mot euthanasie n'a pas été utilisé. Certains s'en réjouissent et on le comprend. Nous pouvons d'ailleurs demander que cette loi soit appliquée d'une manière restrictive et non pas d'une manière euthanasique, mais on peut aussi s'inquiéter de voir que l'euthanasie masquée peut entrer dans notre pays sans l'objection de conscience qui normalement va avec ce type de loi transgressive lorsqu'elle est votée. Et puis la troisième façon de passer en force pour le gouvernement, ça a été une forme de harcèlement législatif par petits pas sur les sujets de début de vie. Et nous avons relevé pas moins d'une douzaine de mesures uniquement d'évolution de la loi 75 concernant l'interruption volontaire de grossesse. Comme si d'ailleurs sur les autres sujets c'était la priorité de la France. Quand même, c'est pas anodin de voir qu'en 5 ans, il y a eu une douzaine de modifications législatives de cette loi. Alors vous savez, vous les connaissez, elles sont notées. On a supprimé le critère de détresse, on a supprimé le délai de réflexion, etc. Et on est allé jusque ce fameux deuxième ou voire troisième délit d'entrave qui est venu choquer d'ailleurs toute une part de la classe politique ou des médias, quelle que soit leur sensibilité, dans la mesure où c'est une forme de censure de la liberté d'expression de ceux qui, comme nous, ne se résolvent pas la banalisation d'un geste toujours difficile à vivre pour les femmes et que la plupart, on peut le montrer, voudraient éviter. Alors il y a d'autres mesures encore, celles qui concernent la théorie ou l'idéologie du genre, qui vont dans la logique de la loi Taubira, et puis des nominations. Le bouleversement assez étonnant du comité d'éthique, dont le gouvernement a souhaité modifier la quasi-totalité de la composition, avec la disparition d'ailleurs d'une partie des autorités morales, la création assez étrange d'un comité concernant l'égalité homme-femme, dont on peut observer que la plupart des préconisations ont été mises en œuvre par le gouvernement. Donc il a créé de toutes pièces une instance, il a nommé des personnes porteuses à nos yeux d'une idéologie de la déconstruction dans cette instance, et ensuite eh bien, il a appliqué les préconisations de cette instance, qui est une manière de se défausser d'une responsabilité. Voilà, les 2/3 des 35 recommandations du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes ont été appliquées pendant le quinquennat Hollande. Nous voyons donc qu'il y a une logique absolument claire qui est celle de la déconstruction. C'est-à-dire une logique qui tourne le dos au respect de la vie et de la dignité des personnes humaines les plus fragiles, celles qui n'ont pas de voix, VOX certes, mais qui pour autant ont été nous-mêmes, celles aussi qui sont les plus fragiles dans leur désespérance en fin de vie. Alors nous avons bien noté, bien sûr, qu'il y a aussi eu un plan de développement des soins palliatifs, mais il est arrivé après la loi fin de vie, ce qui était tout de même pour nous choquant. Il est arrivé avec des moyens bien insuffisants, au point qu'on peut dire aujourd'hui que les moyens mis dans ce plan de développement des soins palliatifs, ces moyens sont inférieurs à ceux non seulement qui sont nécessaires, mais qui ont été mis dans les plans précédents. Et donc c'est aussi pour nous une mesure qui manifeste la fragilité de ce que le gouvernement propose sur ces sujets. Alors avant de parler davantage de notre action, de ce que nous demandons, je vais laisser la parole à Caroline Roux pour nous dire l'impact de certaines de ces mesures sur les Français. Je synthétise notre action, qui est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Nous nous demandons quel candidat osera réparer la casse sociétale. Quel candidat osera fonder la politique de la France de demain sur une forme d'alternance, mais le mot est trop faible parce qu'il faudrait que ces fondamentaux soient permanents, mais enfin une forme d'alternance en tout cas qui ait le courage de revenir sur la logique du quinquennat qui vient de s'écouler. Quel serait le sens d'une alternance qui ne prenne pas en compte la reconstruction ou la réparation de ce qui a été cassé, de ce qui a été détruit dans le domaine sociétal, puisque c'est la constante du quinquennat qui vient de s'écouler. Et vous aurez peut-être noté l'étrange phrase prononcée par le président Hollande en exercice alors qu'il gravait son nom sur une première pierre de la construction ou de la reconstruction d'une flèche de la basilique Saint-Denis. C'était une boutade, hein, comme il a la coutume, mais je ne vais pas me faire le psychanalyste du président de la République. C'est quand même curieux qu'il puisse dire « Je suis dans un travail de démolition que je mène depuis 5 ans avec obstination, laissez-moi faire ». Alors, étrange, indécent en tout cas sans doute, mais peut-être révélateur d'une sorte de logique qu'il a d'ailleurs, et j'en aurais terminé, exprimé
de manière totalement inédite, lorsqu'il est allé rue Cadet, devant une loge maçonnique, exprimer que la loi fin de vie, qui ne satisfaisait pas totalement la réflexion de cette loge, eh bien, pourrait et devrait aller plus loin. Donc il a clairement indiqué que ce n'était qu'une loi d'étape. Et lorsqu'il leur a par ailleurs, sur un sujet qui nous concerne énormément, nous, Alliance Vitale, la question du transhumanisme, il leur a les a par ailleurs encouragés à se saisir de cette question du transhumanisme, ce qui pour nous aussi est révélateur d'une idéologie, en tout cas, qui nous paraît extrêmement dangereuse dans la mesure où nous pensons en première ligne pour résister à l'utilitarisme, souvent observé dans les pays anglo-saxons vis-à-vis des personnes humaines, du corps humain, etc. Et la France est attendue sur ces sujets. Elle résiste encore d'ailleurs, et nous osons le dire, dans des domaines comme la GPA et dans tous les champs de l'échiquier politique, mais cette fuite en avant sociétale mérite d'être arrêtée et réparée. Voilà, Caroline. À toi. Alors, ce que nous constatons au travers de nos services d'aide et d'écoute, donc SOS Bébé, SOS Famille, c'est que beaucoup de femmes et d'hommes qui sont confrontés à des épreuves de la vie sont aujourd'hui fragilisés. Alors, grande fragilisation autour de la famille et de la maternité. Et aujourd'hui, les femmes qui poursuivent leur grossesse et qui mettent un enfant au monde sont discriminées, puisqu'elles sont moins bien remboursées en début de grossesse que si elles avortent. Et ça, c'est une première discrimination absolument étonnante et injuste. Et puis, on a vu supprimer progressivement les maigres protections qu'il y avait autour pour aider les femmes par rapport à la question de l'avortement, de la grossesse. C'est la suppression du délai de réflexion pour avoir recours à l'IVG, mais c'est aussi la suppression du critère de détresse. Et pour nous qui écoutons des femmes et des couples depuis plus de 20 ans, nous savons qu'il y a beaucoup d'hésitation, que c'est un acte qui est difficile, c'est un acte qui fait mal. Et c'est absolument à contre-courant de ce que vivent les femmes autour de l'avortement, pour un acte qui ne peut jamais être banal, parce que voilà, c'est le sort de vie humaine qui sont en jeu. Des services d'aide comme le nôtre ont été particulièrement combattus pendant ce quinquennat. Et aujourd'hui, donc, ce qui nous a mobilisés pour faire un recours contre le ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous sommes en contentieux avec le ministère de la Santé et nous attendons ces conclusions qui n'ont toujours pas été rendues. Mais nous rendons aujourd'hui un service que ne rendent plus, que n'assument plus les services publics, à tel point que nous avons édité un guide des aides depuis 2010 pour les femmes enceintes et de leurs droits, qui est utilisé par les services sociaux et qui nous est très demandé. Tout ça dans un fond de précarité économique avec une forte érosion de la politique familiale, à tel point qu'aujourd'hui, la majorité des Français pensent que la politique familiale conduite par François Hollande nuit au projet d'enfant. Donc ça va extrêmement loin. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à remonter et au moins revenir à une politique familiale qui soit plus volontariste et plus protectrice pour les familles. Autour de la fin de vie, et là on voit c'est très prégnant dans notre service SOS fin de vie depuis quelques mois, nous avons beaucoup d'interrogations de la part des appelants sur les questions d'arrêt de traitement, sur la question de sédation, c'est-à-dire qu'il y a une grande confusion et aussi des peurs bien légitimes. Chaque fois qu'on fait évoluer la loi, les personnes sont perdues et il y a eu un flou qui interroge les personnes. Et aujourd'hui, vous savez que dans la loi, on a introduit la notion de directive anticipée contraignante. Nous avons des personnes qui viennent vers nous en se demandant ce qu'il faut mettre dans les directives anticipées pour avoir des soins ajustés. Et ce qui nous a conduit d'ailleurs à mettre en œuvre des directives anticipées, un formulaire qui permettent de garder une forme de confiance entre soignants et soignés qui est en train de se déliter aujourd'hui dans notre société, et particulièrement avec la loi Claes-Leonetti qui a introduit un flou et qui met les familles, les patients, les soignants en grande difficulté. Et puis on a vu aussi le gouvernement prendre des mesures sur l'embryon humain, puisqu'on a vu le principe d'interdiction de recherche en rupture passer en
en principe d'autorisation explicite sur l'embryon humain et du coup sa josification. On a vu aussi et ça, en dehors de tout état généraux, de tout débat, alors que c'est prévu dans la loi de bioéthique, et c'est assez étonnant et interrogeant dans ce quinquennat, le nombre de mesures qui ont été faites, qui ont été prises sans véritable débat, avec des glissements importants. On le voit aussi sur les indications du diagnostic prénatal, avec une pression toujours plus grandissante, et notamment sur le dépistage de la trisomie 21. L'année dernière, il y a eu un décret qui est passé pour ficher les femmes qui font des tests pour la trisomie 21. Donc elles sont mises sur fichier et par l'agence de biomédecine. Donc ça pose de terribles questions qui font peser des pressions énormes sur les femmes de notre pays qui sont enceintes et pendant leur grossesse. Et puis je voudrais terminer sur le trafic autour de la PMA et de la GPA qui se développe au niveau mondial. Vita s'est beaucoup impliqué. Nous sommes des initiateurs de la coalition No Maternité Trafic. Et on a vu se développer, en tout cas le manque de volonté politique de la part du gouvernement français et qui est en rupture totale avec la culture bioéthique française. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est inadmissible que la France ne soit pas mobilisée contre la PMA, d'abord pour des femmes seules, donc en dehors de toute indication médicale qui se fait à l'étranger. Et là, on ferme les yeux jusqu'à permettre l'adoption par la conjointe de la femme qui a eu recours à cette PMA à l'étranger. Et là aussi, nous sommes rentrés, plongés dans le moins-disant éthique que dénoncer le Conseil d'État encore jusqu'à cette année, au nom de ne pas priver délibérément un enfant de père ou de mère. Pareil sur la GPA, où on a vu le Premier ministre finalement ne rien faire après s'être engagé à lutter de manière internationale contre la GPA. Et il a fallu, c'est des citoyens, plus de 100 000 citoyens qui se sont montés au créneau au sein de la coalition No Maternité Trafic pour bloquer un rapport qui aurait libéralisé la GPA au niveau du Conseil de l'Europe. Donc c'est important que les candidats entendent aussi cette attente des citoyens de plus d'éthique et de pouvoir protéger les femmes et les enfants. Voilà. Merci Caroline. Et donc cette conscience qu'il y a un bilan d'une logique implacable et qui est largement méconnue, parce que personne n'a encore rapproché toutes ces mesures, ces 36 mesures que nous n'avons pas encore détaillées. Je ne crois pas qu'on ait évoqué, par exemple, très récemment, la levée de l'interdiction au moins de 18 ans des films pornographiques, ou plus précisément des films qui se disent non pornographiques, mais qui présentent des sexes de sexe non simulés, entre guillemets. Voilà, vous avez toute une logique aussi, au fond, libertaire derrière ces mesures. Alors, cette colère, nous allons l'exprimer par un tractage massif. Nous avons imprimé 1 million de ce tract. Et à partir de demain vendredi et tout le week-end, nous allons commencer une distribution dans toutes les villes de France où nous sommes présents et au-delà encore. Nous avons 137 équipes qui sont mobilisées partout en France et qui vont dans plusieurs centaines de villes diffuser pendant toute la campagne ce document. Ce document qui interroge quel candidat osera réparer les dégâts. Quel candidat aura le courage, finalement. Quel candidat en aura suffisamment pour réparer les dégâts, la casse sociétale. Nous rendons public aussi, sous forme de documents qui sont imprimés, à la façon dont c'est livré, dont vous avez la primeur là, qu'on a fait spécialement pour vous hier. Nous allons les imprimer et les diffuser. Ils sont disponibles également sur Internet, ce bilan structuré et argumenté de cette casse sociétale, chapitre par chapitre. Nous allons le diffuser aussi très largement. Et nous allons demander une autre biopolitique. L'expression biopolitique, vous le savez sans doute, un néologisme qu'on doit à Michel Foucault et qui, par ce mot, exprimait une forme de nouveau pouvoir que les États, les gouvernants avaient sur le corps de l'homme, le corps humain. Il évoquait la démographie, toutes les pressions qui peuvent peser, une sorte de politique visant à réguler
sous forme de biopouvoir, le corps social. Eh bien, nous avons repris cette expression et nous l'avons élargie. Alors, Caroline Roux vous l'a indiqué, hein, lorsque les échographies sont remboursées à 5% pour une femme qui s'oriente vers l'IVG et qu'elles ne sont pas remboursées, ces mêmes échographies, à la même hauteur pour une femme qui s'oriente vers la maternité, est-ce qu'il n'y a pas l'exercice d'un biopouvoir, d'une biopolitique qui, au fond, fait pression dans le sens qui est celui d'une idéologie gouvernementale. Lorsque la politique familiale est érodée au point où elle a été érodée par le gouvernement actuel, est-ce qu'il n'y a pas non plus des conséquences sur la façon dont la société peut se structurer? Lorsque congé parental, pour des raisons d'idéologie du genre, a été totalement modifié et qu'on s'aperçoit que 4% seulement des pères prennent le congé que le gouvernement a souhaité leur imposer ou leur offrir, mais que du coup les mères ont des congés parentaux extrêmement réduits, est-ce qu'il n'y a pas également une pression indue, injuste, exercée sur le corps social par une idéologie portée par le gouvernement? Et donc, nous disons qu'une autre politique non seulement est possible, non seulement est nécessaire, mais nous disons également qu'elle est souhaitée. Et c'est peut-être là que réside la différence de nos propositions, de notre présentation par rapport à simplement l'idée d'une résistance à une sorte de décomposition sociale. Alliance Vita, à plusieurs reprises, a réalisé des baromètres auprès des hommes ou des femmes concernant notamment l'accueil de la vie ou la question de l'interruption volontaire de grossesse. Et vous avez quelques extraits dans le document des données chiffrées que nous exprimons. D'un côté, vous avez une ministre qui nous a dit, dans le cadre du débat sur le second délit d'entrave, qu'elle considérait que l'IVG n'interrompait pas une vie, hein, tout en accusant ce qu'elle appelle ses adversaires d'informations faussées sur ce sujet qui dissuaderait l'avortement. Eh bien, nous sommes en mesure, nous l'avons fait par notre dernier baromètre avec l'IFOP, de montrer que 90% des Françaises estiment que l'IVG laisse des conséquences psychologiques difficiles à vivre pour les femmes. Nous sommes en mesure de dire qu'une immense majorité des Françaises, tu me diras peut-être la donnée précise, hein, estiment que le gouvernement devrait davantage faire pour éviter l'IVG. 72%. Et 72%, voilà. Et nous avons aussi pu montrer avec l'inspection générale des affaires sociales qui a fait cette étude que la politique du tout contraceptif, qui prétend toujours à plus de contraception dans une société qui a déjà le record du monde d'usage de contraception, ne vient pas diminuer le nombre d'avortements, y compris malheureusement chez une bonne partie des mineurs. Et donc nous sommes porteurs, avec les milliers de femmes que nous accompagnons chaque année dans notre service d'aide, d'une politique qui répondrait aux attentes des Français. J'en ai discuté personnellement avec Nathalie Coscuccio-Morizet, qui faisait part finalement, comme souvent, d'une ambivalence sur ces sujets, avec un discours personnel, politique, et puis après une attente de conscience qui pouvait être différente. Et on entend certains candidats finalement avoir le même type d'approche. Et nous disons qu'il y a nécessité d'une cohérence, mais surtout que les Françaises et les Français entendraient une autre politique, une autre voie, c'est-à-dire celle d'une politique familiale qui s'assume, celle d'une politique de prévention de l'IVG qui s'assume, qui ne viendrait pas, bien sûr, maltraiter des personnes, les agresser ou les juger ou leur faire davantage de peine qu'elles n'en ont déjà, mais qui assumerait que dans notre pays, le fait qu'on ait 2 fois plus d'avortements, quelle que soit la façon dont on traite ces statistiques, que l'Allemagne, c'est un problème, c'est une question, ce n'est pas une fatalité, et qu'il y a donc des choses à faire. Même chose, Alliance Vita a été un lanceur d'alerte sur le CRISPR-Cas9, vous savez, cette technique de génie génétique qui permet une sorte de copier-coller sur l'ADN, qui est une magnifique découverte, qu'on doit d'ailleurs partiellement à une Française, et cette découverte peut être la meilleure ou la pire des choses. Nous avons appris hier que les Chinois l'avaient utilisé sur des embryons viables pour la première fois. Eh bien, nous avons réalisé un sondage d'opinion auprès des Français, le premier au monde, qui montre qu'ils sont très majoritaires à considérer qu'il y a un risque dans l'usage de cette technique, si cette technique est utilisée pour faire des embryons génétiquement modifiés, et qui sont très majoritaires à considérer qu'il faut réguler cette découverte, réguler l'application de cette découverte pour en protéger les embryons humains. Et nous avons été présents au travers de notre directrice d'études, il y avait aussi la présence de Caroline Roux dans les travaux de l'OBSES, l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, où nous avons pu faire valoir, face à des scientifiques qui, parfois, étant jugés partis, sont pour davantage de transgressions, faire valoir notre souhait que la France, pays des droits de la personne et de l'homme, prenne des initiatives internationales pour protéger l'humanité tout entière de ces dérives. Voilà encore un sujet qui risque d'être absent des présidentielles. Je précise que nous sommes tous concernés, toute l'humanité est concernée, à partir du moment où il y a l'utilisation de techniques qui modifient l'ADN humain. Parce que nous le savons, il y a à la fois un effet mosaïque, c'est-à-dire quand on modifie les gènes d'un être humain pour prétendre les améliorer, pour prétendre enlever telle ou telle maladie, les scientifiques observent que les mutations qui s'opèrent ne sont pas forcément celles qu'on attendait, et donc il y a des effets absolument inconnus. Ces embryons sont utilisés comme des cobayes des expérimentations qui sont faites sur eux, et il y a le risque de mutations génétiques, on le sait désormais, qui peuvent progressivement se développer pour toute l'humanité. Autrement dit, nous avons la nécessité que la France s'implique dans une gouvernance mondiale de la régulation des magnifiques découvertes biotechnologiques. C'est une question, au fond, de sauvegarde de l'humanité, et de même que les enjeux climatiques, ou que les enjeux en tout cas environnementaux concernent toute l'humanité, les enjeux bioéthiques concernent également désormais toute l'humanité. Je voudrais juste rajouter qu'actuellement, au Conseil de l'Europe, il y a un rapport qui est en cours sur ces questions de modification génétique des embryons humains. Et on sent peu de mobilisation. Or, d'ici quelques mois, il y aura vraiment des décisions qui seront prises sur cette question et sur les orientations de la gouvernance de la recherche. Et nous demandons à la France d'être beaucoup plus présente au niveau de des traités, au niveau du Conseil de l'Europe, pour faire entendre sa voix, et une voix qui soit dans le respect de l'homme, puisque vous savez que si on touche à l'embryon humain et qu'on le modifie génétiquement, ça peut être transmis aux générations futures, et c'est très grave, et ça interroge toute l'humanité. Donc le millier de membres engagés dans nos équipes qui s'associeront à de nouvelles personnes, comme on le fait à chaque fois qu'on a des grandes campagnes de sensibilisation, on en a fait plusieurs ces dernières années, vont donc à la rencontre des Français avec ce document, avec des explications. Et on le remarque à chaque fois qu'on a une conversation un peu poussée avec des personnes, celles qui se laissent parfois manipuler par l'idée d'un progrès dont on occulte les dégâts collatéraux humains, on s'aperçoit que ces personnes sont parfaitement capables de finalement découvrir à quel point cette gestation par autrui qu'on présente comme compassionnelle est un énorme risque et une maltraitance pour l'enfant, avec cette maternité éclatée qui lui est imposée. On s'aperçoit que les Français, en réalité, sont en attente d'une parole forte des politiques qui reviendrait sur ces préceptes de déconstruction qui sont d'une certaine manière les avatars de la révolution entre guillemets de mai 68, mais qui aboutit à ce que Zygmunt Bauman, vous savez, ce sociologue qui est mort récemment, appelait la société liquide, c'est-à-dire une société d'individus autonomes flottants au gré des vagues de lois ou de dispositions qui s'abattent sur eux de manière technocratique. Et le problème d'une société liquéfiée ou liquide, c'est qu'il n'y a pas tous ces liens d'enracinement qui protègent. Ces liens, cette famille durable qui protège encore aujourd'hui, qui est la valeur refuge dans bien des circonstances, avec ces solidarités verticales, ces liens aussi d'engagement fidèle entre des personnes qui les protègent, qui protègent les plus fragiles. Le risque d'une société libérale, libertaire, sans limite, ultra-libéral et ultra-libertaire, c'est que les plus fragiles finalement fassent toujours les frais et que le plus fort l'emporte toujours, car la loi est faite pour protéger le fragile contre le fort. Alors peut-être que Caroline, tu veux nous dire quelques mots, sauf si tu considères l'avoir déjà dit, sur les propositions qui sont les nôtres. Alors il y a 4 grandes orientations et que nous, on vit depuis plusieurs années à Vita, qui doivent être majeures. D'abord, protéger l'humain et les êtres humains, et notamment quand ils sont en situation de fragilité, soutenir les familles, accompagner les personnes démunies, et puis relever le défi technologique qu'on a mis en lumière, qu'on vient de mettre en lumière. Je dirais que Vita, d'abord, est à la fois lanceur d'alerte, mais aussi force de proposition. Et donc j'ai parlé des outils déjà que nous avons développés, comme les directives anticipées, comme le guide des aides aux femmes enceintes, qui sont des initiatives politiques dans le sens pour vraiment aider les personnes.
Les urgences aujourd'hui, pour nous, c'est autour de la loi fin de vie, de lever toute ambiguïté et de développer aussi vraiment les soins palliatifs. On a vu combien le gouvernement avait traîné, il a fallu attendre 2016 pour qu'on mette en œuvre à nouveau des plans de développement, alors que les 2 quinquennats précédents s'étaient vraiment fortement investis, et cet investissement en yo-yo, on pourrait dire, est très néfaste pour nos contemporains et pour les Français. Donc nous demandons un plan de développement de soins palliatifs qui soit ambitieux, à la hauteur de 300 à 500 millions d'euros nécessaires pour que la France soit couverte en soins palliatifs. Deuxièmement, assumer une véritable politique de prévention de l'avortement. On a été sidérés d'entendre dans les derniers débats dans l'hémicycle la ministre du droit des femmes dire qu'il n'y avait pas de politique de prévention de l'avortement et que c'était voulu. Et alors, on en est assez, c'est même pas étonné, mais c'est extrêmement alarmant. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'au moins on puisse inscrire dans le dossier guide qui sont remis aux femmes les aides pour les femmes qui veulent poursuivre leur grossesse, réaliser des véritables études scientifiques sur les conséquences de l'IVG, qui a été le sujet de notre recours auprès du ministère de la Santé, puisque vous savez que sur le site dédié à l'IVG qui a été créé en 2013, un gynécologue affirme qu'il n'y aurait pas de séquelles à long terme psychologiques de l'avortement, ce qui contredit déjà nous ce qu'on voit depuis plus de 20 ans, mais surtout aussi ce qui prend à contre-pied le gouvernement, c'est les derniers sondages sur la question de l'avortement qui montrent que 90% des Françaises pensent que ça laisse des traces psychologiques difficiles à vivre, et tu en as parlé, 72% des Français pensent que la société devrait faire plus pour éviter l'IVG aux femmes. Donc on est dans une forme de déni de réalité qui est extrêmement néfaste pour les Françaises. Et tout cela sur un fond de politique familiale, je l'ai dit, qui s'est érodé, et on a vraiment besoin de réparer ce qui a été abîmé avec cette érosion de la politique familiale. Enfin, protéger le droit des enfants contre le droit à l'enfant. Et là, nous demandons beaucoup de fermeté aux candidats et de regarder les conséquences que serait d'ouvrir ces modes de procréation à des personnes qui ne sont pas touchées par l'infertilité, à qui les enfants seraient privés délibérément de père ou de mère avec la PMA, avec la GPA, et d'engager une véritable prévention de l'infertilité, parce que le nœud aujourd'hui de cette utilisation banalisée entre guillemets de la procréation médicalement assistée, c'est justement la question de l'infertilité des couples hommes-femmes, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas véritablement d'études volontaristes pour guérir l'infertilité, et avec en plus des causes environnementales qui commencent à être révélées, notamment sur l'infertilité des hommes qui est grandissante et qui est un véritable enjeu sanitaire qui devait être pris à la mesure de ce qu'elle représente. Voilà, en quelques mots de conclusion, nous suivons avec bien sûr beaucoup d'intérêt au jour le jour la campagne et notamment les prises de position entre guillemets sociétales des candidats. Et je précise simplement qu'il n'appartient pas à Alliance Vita de choisir un candidat par rapport à un autre, mais par contre en toute liberté, sans nous laisser intimider, sans nous laisser non plus distraire par les soubresauts monumentaux de cette campagne, qui bien sûr nous intéresse aussi comme chacun. Il nous appartient en conscience d'éclairer sur les propositions, les choix sociétaux, voire les silences des différents candidats. Nous notons et nous communiquons, grâce à notre baromètre biopolitique que nous avons mis en place dès les primaires de la droite et du centre, puis des Verts, etc., et des socialistes, nous avons mis en place ce baromètre pour montrer, critère par critère, quelles sont les prises de position des candidats. Nous ne prétendons pas que cela aboutit à un critère de choix unique, car nous savons bien que d'autres sujets que ceux qui nous mobilisent peuvent être considérés essentiels par nous-mêmes d'ailleurs, mais il appartient à Alliance Vita d'éclairer sur les sujets qui sont de notre expertise.
nous informons et nous continuerons de le faire. Nous rencontrons les équipes des candidats. On a des rendez-vous avec certaines équipes qui sont encore à venir. Et puis, je dois dire aussi que nous n'attendons pas, j'en aurais fini avec ça, nous n'attendons pas les politiques pour agir nous-mêmes au plan politique. Nous assumons d'une certaine manière notre dimension sociale et politique. Je vais vous donner l'exemple de ce que vous avez dans votre dossier de presse. Ce guide « Je suis enceinte » depuis une dizaine d'années est diffusé par Alliance Vita parce que le gouvernement, à l'époque c'était sous Martine Aubry, a renoncé à éditer ce type de guide pour les remettre aux femmes venant consulter en vue d'une IVG. D'une manière idéologique, on a souhaité, au plan gouvernemental, ne pas faire peser la balance dans le sens d'une prévention de l'IVG. Nous sommes allés voir le cabinet du ministère de la Santé, nous avons discuté, il nous a d'ailleurs encouragé à réaliser ce guide, et puis finalement, ça n'a pas intéressé pour le diffuser, nous le diffusons. Les services sociaux de multiples villes, départements, indépendamment de toute sensibilité politique ou de notre image qui est apposée au dos de ce guide, eh bien les travailleurs sociaux l'utilisent. Parce que vous savez à quel point les arcanes des droits sont complexes en France. Nous d'ailleurs nous enrichissons ce guide à chaque fois que nous le rééditons. Eh bien c'est un travail politique. Et puisque le gouvernement successif délaisse l'aide aux femmes enceintes, l'information, ne serait-ce que l'information sur leurs droits aux femmes enceintes, quelles qu'elles soient, il s'agit aussi bien de mineurs isolés, de femmes menacées de migrantes, de femmes menacées par toutes sortes de pressions, et bien les problèmes de logement, etc., tous ces sujets, nous l'éditons, et donc c'est une action politique. Et nous continuerons à le faire, sans subvention publique. Même chose pour le guide des idées solidaires qui se diffuse très largement, qui se diffuse même désormais à l'étranger, repris par d'autres pays. C'est une façon pour nous de dire que le sujet de la fin de vie ne se résume pas dans les deux slogans de la campagne gouvernementale actuelle. Comme si édicter des directives anticipées, pensons à chacun d'entre nous, gastrostomie, trachéotomie, etc., qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on ne souhaite pas, il y a un grand fantasme à dire aux Français, écrivez votre papier et vous serez bien traité. Et par ailleurs, comme si la sédation, c'est-à-dire l'idée d'être anesthésié ou de dormir avant de mourir, réglait également le problème extrêmement complexe de la fin de vie. Maintien à domicile, accompagnement, soutien, réseau de soins, etc. Et bien sûr, accès aux soins palliatifs, et pas seulement. Et nous encourageons, et c'est une façon politique ou biopolitique de le faire, les Français à se mobiliser, parce que ce n'est pas qu'une question étatique, à se mobiliser auprès des personnes fragiles, dépendantes, dont nous savons qu'elles sont des millions en France à vivre dans un état d'isolement. Nous savons bien que l'euthanasie sociale précède souvent l'euthanasie concrète. Et puis, vous l'avez entendu aussi, sur la directive anticipée, eh bien, nous faisons une action politique. Voyant que le gouvernement affirme que les directives anticipées ont tout réglé, eh bien nous éditons un document qui est plus fin, plus profond, adaptable et qui permet aux personnes d'être sécurisées par une éthique ajustée en fin de vie qui récuse tout autant l'acharnement thérapeutique que l'euthanasie, mais qui surtout promeut un accompagnement dans toutes les dimensions de la personne, physique, psychique, intellectuelle, spirituelle, pour ne pas amputer non plus la personne humaine de ces dimensions. Et vous le voyez aussi sur le plan des scientifiques, eh bien nous avons aussi édité ce document qui vulgarise pour que les Français en aient conscience, les citoyens en aient conscience des enjeux qui généralement sont monopolisés par de grands scientifiques dont nous savons malheureusement parfois qu'ils sont jugés partis et qu'ils promettent une forme d'eugénisme à l'échelon de la planète. Vous voyez, on assume donc notre mission politique. Nous savons qu'une certaine manière nous sommes inscrits peut-être même dans un temps long qui est préférable pour la France sur ces sujets qui nécessitent une hauteur de vue plus que des à-coups ou des formes d'alternance qui génèrent une confusion. On le sait sur le plan économique et social, mais c'est tout autant le cas dans le domaine éthique. Par contre, là où nous espérons un véritable changement, ça sera ma dernière phrase, c'est s'il y a un semblant d'alternance, ce qui semble encore possible, mais ce n'est pas à nous d'en faire une analyse politique. Est-ce qu'il y aura un candidat qui osera véritablement revenir sur ces 36 mesures, et là c'est un travail législatif, réglementaire, politique, d'incitation, etc., qui saura réparer ce qui a été cassé, réparer cette casse sociétale, et bien sûr qui saura aller plus loin, car il ne s'agit pas seulement de dire non, mais il s'agit d'organiser une politique favorable à la famille, structurée, durable, restaurant la primauté de la parité originelle, père-mère,
dont on sait très bien, et les Français le disent aussi quand on les interroge, qu'elle est précieuse pour l'éducation. Et bien sûr, il ne s'agit pas de nier la politique sociale d'aide aux familles en difficulté, quelle qu'elle soit. Et il ne s'agit pas de jeter la pierre, mais de privilégier un modèle de famille. Je précise, il n'y a pas de famille modèle à nos yeux, mais il y a un modèle de famille à privilégier, et les Français le plébiscitent quand on les interroge, qui saura aussi, dans la mesure du possible, établir une véritable prévention des atteintes à la vie. Que ce soit l'IVG qui fait souffrir beaucoup de femmes, de familles dans notre pays, que ce soit le suicide, l'idée d'un suicide assisté qui se dessine dans certains programmes risque de fragiliser les personnes qui vivent ce qu'on appelle une crise suicidaire, à partir du moment où la société laisse entendre que des vies ne vaudraient pas la peine d'être vécues. Prévenir aussi toute forme d'euthanasie, qu'elle soit masquée ou explicite. Et cesser de considérer l'embryon humain comme un matériau de laboratoire avec des dispositions pour la recherche sur embryon qui sont moins contraignantes que la recherche sur l'animal. Vous l'avez peut-être vu, il y a un grand risque de glissement de ce côté aussi. Bref, qu'il y ait du courage politique et une lucidité politique en considérant que le fondement de toute politique, désormais, et c'est de plus en plus vrai, c'est qui est l'homme. Quel est cet homme, cette personne que nous souhaitons protéger, dont nous souhaitons permettre des conditions de vie dignes. Si un responsable politique promeut des changements et que ces changements ne sont pas fondés sur une vision de l'homme structurante et structurée, alors cela risque d'être une maison construite sur du sable. Cela ne serait qu'un tropisme simplement économique qui malheureusement marque trop souvent la politique française. Voilà, nous allons donc faire feu de tout bois pendant les semaines qui viennent pour interpeller les Français, qu'ils interpellent également leurs candidats et pour peser vraiment à long terme en faveur d'une politique de la vie. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, puis on peut se rendre disponible pour ceux qui sont arrivés après ou pour des rencontres plus bilatérales.